Haute, en fait. D'accord. Ah Okay, là là. recording in Oui, ça progress. dit cette réunion est enregistrée. Bonjour, bonjour, C'est bon, ça bonjour dit à cette tous réunion est enregistrée. et bienvenue dans notre premier live en route vers le sommet. Nous sommes ici pour mettre en place les fondations d'une organisation solide qui va justement construire ses piliers pour pouvoir croître de manière pérenne. Je suis avec Elodie Gambi-Page et Myriam Tolen qui m'accompagnent aujourd'hui. Nous avons aussi avec nous d'autres speakers du Sommet Manager en Mission parce que justement, nous sommes en route vers le Sommet Manager en Mission édition 4 dont la thématique générale est les clés du management d'une organisation, comment optimiser vos ressources et maximiser vos résultats. Je suis avec Arthur Epassa, Maria Abassé-Sidibé, Frédéric William Kingé. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Myriam pour se présenter. Nous allons faire un tour de table et puis on va revenir vers vous pour parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui. Myriam? Merci Marie-Claire. Donc, je suis Myriam Tolène, je suis française d'origine camerounaise. Je suis consultante senior en ressources humaines et organisation et promotrice du cabinet Giza by Tolène. Donc, après plus de 25 ans d'expérience dans des secteurs tels que la logistique internationale, les télécoms, la banque, les centres d'appel, les ONG humanitaires, j'accompagne depuis 5 ans des entreprises et des particuliers en Afrique et en France. Donc, sur tout ce qui va être ressources humaines et organisation. Depuis 3 ans, je suis certifiée pour une méthode d'évaluation de style de pensée, Benzinger, qui me permet de faire passer des tests individuels, de faire de l'analyse d'équipe, du recrutement et de la gestion des talents. Et je suis ravie d'intervenir pour la deuxième fois en tant que speaker au sommet des managers en mission, parce que c'est vraiment une belle opportunité d'accompagner des managers et puis d'avoir vraiment du partage d'expérience, que ce soit avec les participants ou les autres intervenants. J'aborderai à ce sommet, la 4e édition, le thème Une culture d'entreprise authentique, donner un sens au travail de chacun et un but commun à l'équipe. Voilà en quelques mots, je dirais, si je dois me présenter en quelques mots. Merci Marie-Claire. Merci à toi, Myriam. Elodie? Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi je suis Élodie Gambipage, française d'origine camerounaise et martiniquaise. Donc je vis à Strasbourg en Alsace. Comment me présenter en quelques mots? Donc depuis 20 ans, cette année, je suis manager dans des institutions françaises, notamment chez BMW, à l'établissement français du sang et maintenant à la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. À côté de ça, je suis vice-présidente d'une association qui s'appelle Afrique L. Et à côté de ça aussi, j'ai une agence de RP qui s'appelle ENPG Consulting. Donc, encore une fois, merci à vous tous et à toutes de m'accueillir dans ce groupe. Je suis ravie, je suis très fière et très motivée pour partager ce que je peux avec vous et avec toutes les autres personnes que nous allons pouvoir rencontrer. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir justement parler de comment est-ce qu'on attire, comment est-ce qu'on gère efficacement et comment est-ce qu'on retient les ressources humaines qualifiées et engagées dans nos institutions, ce qui est très important pour les grandes, les petites et les moyennes entreprises. Un enjeu Génial. essentiel. Génial. Merci beaucoup, Elodie. Arthur, tu te présentes en un mot, ensuite Maria et Frédéric. Ah, oui, Nous Arthur sommes est trop papa. contents de vous avoir, donc on Oui, ne va oui. pas rater ça. Merci, merci. Moi, je suis là pour encourager les deux speakers là d'aujourd'hui, donc Myriam et Elodie. Donc, enchanté très rapidement. Moi, je suis un amoureux on va dire, des projets. Je considère que les plus grandes organisations de ce monde ont toujours été lancées par des projets qui font que les entreprises passent des caps et des paliers. Et donc, j'ai fait ça toute ma carrière, principalement. Et après, j'ai d'autres activités d'entrepreneur. Et donc, voilà.
dans ce sommet manager, la 4e édition, je vais justement parler de projet et comment est-ce qu'on peut utiliser le projet pour pouvoir justement faire croître une entreprise. Voilà. Merci, Arthur. Ne manquez pas de revenir au deuxième live parce que Arthur sera là pour décortiquer cette thématique avec vous. Maria? Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, c'est Maria Abassidibé. Alors, je suis consultante formatrice. Je suis très passionnée de tout ce qui est management, leadership, développement personnel et professionnel. Ça me fait presque 8 ans que j'ai mon cabinet. Et donc, j'accompagne beaucoup les managers essentiellement et les chefs d'entreprise. À côté, bon, je fais aussi de la politique, j'aime le dire, jeune politique, diplômée d'une école politique, à mes heures perdues, hein, sinon le travail de consultant me prend plus de temps. Et donc, comme Arthur, on est là aujourd'hui pour encourager Myriam, Élodie et Marie-Claire. Et donc, on aura, je pense, largement le temps de faire ample connaissance. Et donc, je suis aussi speaker et c'est ma 3e fois. Voilà. Donc, à très vite. Merci tout le monde. Et oui, Maria va nous rejoindre pour le 4e live, je pense, où elle va nous parler de cette thématique géniale autour du leadership qu'elle va développer pendant le sommet. Et nous avons avec nous le King, Frédéric William Kingay, 4e édition, 4e fois qu'il est avec nous. Frédéric? Yes, bonsoir Marie-Claire, bonsoir à tout le monde. Je suis très content d'être là ce soir. Alors, pour me présenter très brièvement, j'aime me considérer comme quelqu'un qui est passionné par les relations humaines. Un peu plus de 10 ans que je prends beaucoup de plaisir à évoluer dans le monde professionnel avec un parcours assez atypique. Je suis plus ou moins spécialisé sur tout ce qui est un peu développement de carrière, social selling, développement commercial. Et comme Marie-Claire l'a dit, bah, j'ai eu la grâce, parce que disons ça comme ça, de participer à toutes les... Est-ce que je vais dire que c'est la grâce? Non, j'ai eu la chance d'être témoin de la naissance, en fait, de ce projet très ambitieux qui est Sommet des managers. J'ai participé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je pense que je participerai toujours chaque fois que Marie-Claire jugera bon éventuellement de me solliciter. Donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Je suis là aussi pour encourager nos 2 intervenants aujourd'hui. Et voilà, on aura, comme Marielle a dit, l'opportunité de peut-être mieux parler, mieux échanger s'il y a des questions spécifiques qui pourront être adressées ou éventuellement des contributions qu'on pourra peut-être donner parce qu'on est là pour écouter, mais on est aussi là pour partager. Voilà. Absolument, on est là pour partager parce que nous, on sera très ravis de voir toute cette une conversation qu'on va avoir ensemble, enrichie par chacune des personnes qui est avec nous dans cette salle. Alors, il y a Nathalie Victorien qui nous a rejoint. Nathalie sera également speaker lors de cette édition. Nathalie? Oui, ça y est, coucou. Je vais mettre la caméra, c'est peut-être mieux. Un petit coucou. Bonsoir à tous. Eh bien, effectivement, Bonsoir. avec vous. Je suis là surtout pour vous encourager. Donc voilà, c'était un petit coucou vite fait. Et voilà, et donc je serai avec plaisir parmi vous lors du sommet. Je parlerai de mon parcours la prochaine fois. J'ai envie d'être mystérieuse. Voilà. Merci beaucoup pour le mystère. On va tous échanger ensemble pour avancer vers cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui autour justement des fondations d'une organisation solide. On a avec nous dans la salle Astou Diouf et Pierrot et Bamazi. Coucou, Achille Félicien est en train de se connecter. Alors, moi, je suis Marie-Claire Ebalé-Abon pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Business Life Coach certifiée, gestionnaire des ressources humaines, formatrice depuis
plus de 10 ans aujourd'hui et je travaille sur... sorry. Je travaille de manière générale et continue sur on va dire, la promotion de l'humain au travail, la valorisation de l'humain au travail. Pour moi, il n'y a rien de plus important. Et j'aime le dire, je promeus l'épanouissement et la performance. Je pense que les deux vont ensemble. Et donc, lors du sommet, je vais parler d'une thématique également qui me tient à cœur. On va parler de vision, on va parler de mission, on va parler de stratégie. L'idée étant justement de construire des organisations durables et performantes. Alors, sans plus attendre et sans vous prendre plus de temps que nécessaire sur des présentations, nous allons tout simplement nous diriger vers Myriam. Myriam, quand on parle de fondation d'une organisation, fondation solide d'une organisation, et qu'est-ce que tu entends par là et comment est-ce qu'une organisation pourrait justement mettre en place ces fondations-là de ton point de vue pour justement faire croître son organisation, la construire sur des bases solides et la faire croître de manière pérenne? Alors, pour moi, une des premières, bon, il y en a plusieurs, hein, mais une des premières fondations et un élément essentiel hein, pour asseoir la performance d'une entreprise et surtout la rendre pérenne, c'est la culture d'entreprise ou culture organisationnelle. Parce qu'en fait, ben, elle reprend tout ce qui va être la spécificité de cette entreprise, tout ce qui va faire ce qu'est réellement cette entreprise, ce qui la différencie des autres. Et c'est cette culture qui va aussi permettre de fédérer le personnel, avoir de l'engagement. Et quand un personnel est engagé, ben, il performe. Mais pour ça, il faut qu'il comprenne aussi pourquoi il est là, qu'il adhère aux objectifs et aux buts de l'entreprise. Et c'est là où la culture d'entreprise est très importante parce que pour moi, bon, il y a différentes définitions, on peut trouver différentes composantes, mais moi, j'aime bien dire qu'une culture d'entreprise, c'est d'abord son histoire. Et c'est très important que tout le monde se reconnaisse un peu dans son histoire, dans ses réussites, dans les personnes peut-être qui ont fait cette histoire. Ensuite, il y a évidemment la mission, pourquoi il y a cette entreprise. Il y a la vision qui va être la direction vers laquelle doit aller l'entreprise et donc à laquelle tout le monde doit adhérer. Mais il y a surtout, et si on parle par rapport au personnel et à l'engagement du personnel, il y a surtout les valeurs de cette entreprise. Et c'est très important qu'elles soient claires, qu'elles soient diffusées, qu'elles soient comprises et connues par tous, parce qu'en fait, ces valeurs, elles ont besoin d'être ensuite déclinées, vécues au quotidien dans ce qu'on appelle les comportements vitaux. Et donc, ça permet que chacun, au quotidien, vive ses valeurs et tous ces comportements, cette qualité de relation, ce mode de relation, je dirais, entre les collaborateurs, mais aussi la relation manager-collaborateur, tout ça va être impacté par ces valeurs. Et quand on a ce socle-là, eh bien, ça permet déjà que les gens se reconnaissent, ça crée de l'appartenance. Et une fois donc qu'on sait à quoi on appartient, qui on est, quel est notre groupe, eh ben, il va falloir ensuite avoir les autres piliers qui vont être donc, comme je le disais, une mission, une vision. Très important, le capital humain. Donc vraiment, ces gens-là à qui on veut faire vivre des valeurs et des comportements vitaux, il faut bien les sélectionner, bien les choisir, mais aussi savoir les conserver. Et tout ça, ça joue aussi sur un aspect extérieur. Je veux dire, c'est ce qui va faire la marque employeur. Et là, je fais un petit clin d'œil à Frédéric, dans le sens où, ben, si vous arrivez à avoir vraiment une véritable culture d'entreprise, à la faire vivre à vos collaborateurs, mais aussi à vos partenaires, à vos fournisseurs et à vos clients, ça va créer une marque employeur qui va vous permettre d'attirer encore plus de talents.
Après, bien sûr, et là, je laisserai la parole à d'autres dont c'est un peu plus la thématique, il va falloir derrière arriver à faire partager la vision, dérouler la mission, opérationnaliser tout ça. Alors, je dirais, c'est très important d'avoir des politiques, des process, des procédures. Hein. Voilà, et c'est tout ça qui s'imbrique. Et on ne peut pas réussir en faisant qu'une partie. Pour moi, c'est vraiment un tout et ça s'imbrique. Et je dis toujours, hein, pour moi, il n'y a pas d'entreprise, je rejoins un peu Marie-Claire là-dedans, sans un capital humain valorisé. Vraiment, la première ressource, le premier capital d'une entreprise, avant même les machines, parce qu'on n'est pas encore dans un monde qui peut fonctionner sans, où les machines pourraient fonctionner complètement sans les hommes, c'est ce capital humain. Et vraiment, pour moi, je trouve que c'est très important, pas seulement de se dire on met les gens là où ils sont nécessaires, où on a besoin d'eux, mais on les met là où ils vont s'épanouir, on crée le cadre où ils vont s'épanouir et surtout performer, parce que quand on est épanoui, on est motivé, on est engagé, et puis surtout, on croit en ce qu'on fait. Et la culture d'entreprise, on réussit quand on arrive à donner du sens au travail de chacun. Chacun comprend pourquoi il est là et ce qu'il apporte. Voilà un petit peu globalement ce que je pourrais dire. Je n'ai pas trop creusé les aspects, je dirais, procédures politiques, même en gestion du personnel, parce que je sais qu'il y a dans la salle des gens qui pourront en parler un peu plus que moi, mais globalement, vraiment, c'est ça. Et cette idée d'adhésion, on est ensemble. Moi, je dis toujours, unis, nous triompherons, divisés, on a de fortes chances de perdre. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Un très gros clin d'œil justement que tu viens de faire à Elodie, parce qu'on va rebondir directement sur la gestion des ressources humaines. Comment et en quoi constitue-t-elle réellement une fondation, un pilier pour la croissance d'une organisation, pour une organisation qui se veut pérenne? En effet, hein, c'est comme le disait Myriam, les ressources humaines, c'est essentiel. Mais ça, je pense que ici autour de la table, nous sommes tous d'accord sur cette base. Maintenant, c'est comment ça s'applique de manière opérationnelle. Une fois qu'on a fait les trames, comment ça s'applique? Un des actes les plus fondateurs et les plus importants pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, c'est le recrutement. Pourquoi? Parce que ça coûte cher en argent, ça coûte cher en temps, et ça coûte cher tout simplement dans l'esprit même de l'entreprise. C'est exactement ce que Myriam nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la base de tout. Moi, je dirais, pourquoi c'est si important? Parce que sans le capital humain, il n'y a pas d'entreprise. Mais une fois que le capital humain est recruté, c'est lui qui va faire ton entreprise. Donc déjà, lors du recrutement, la base de tout, c'est la fiche de poste. Qu'est-ce qu'on veut? Et à ce moment-là, c'est un travail qui doit être fait pas que par une seule personne. C'est un travail commun. Je suis assez dans l'opérationnel, donc je vais vraiment vous parler de choses, on va dire, terre à terre. Quand je recrute, on doit être, pour moi, un minimum de 2. Parce qu'il y a 2 regards. Il peut y avoir le regard de la RH, qui est un regard global et qui a un regard politique de la structure, et un regard opérationnel avec le manager. Et pour moi, c'est à minima ces 2 personnes qui doivent construire la fiche de poste. Pourquoi? Parce que le manager, donc moi, j'ai mon besoin opérationnel, j'ai besoin de tel type de compétences, tel type de valeur. Mais surtout les compétences dans un premier temps. Par contre, le RH, lui, aura un regard global sur la durée, sur les perspectives pour cet employé, ce que le manager n'a pas forcément. Moi, je veux quelqu'un maintenant tout de suite, aller pendant 1 an ou 2, après, I don't care. Par contre, le RH, lui, a cette vision-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, pour moi, la première base, la fiche de poste. Qu'est-ce que nous voulons? Quand on est un auto-entrepreneur dans une petite entreprise, on peut se faire aider. Il y a des consultants qui sont là pour ça. Il peut même y avoir des proches.
Quand on est dans une grande entreprise, on a le personnel pour ça. Donc, pour moi, vraiment, la première chose, c'est la fiche de poste. On met bien toutes les qualités dont on a besoin et on ajoute les valeurs. Une fois qu'on a fait cette fiche de poste, le recrutement. Comment est-ce qu'on recrute? Le recrutement, ça mériterait une émission que pour ça, mais en quelques mots, c'est là qu'on vend l'entreprise. Au-delà de la marque, au-delà de l'endroit où on va poser cette fiche de poste, cette annonce sur LinkedIn, etc. C'est à ce moment-là qu'on se vend aussi en tant que recruteur. On a tendance à penser que c'est le chercheur d'emploi qui est là, qui a besoin de travailler, donc il va dire oui, en effet. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer, que ça se prépare. Déjà de un, par respect pour la personne qui n'a pas dormi la veille parce qu'elle sait qu'elle a un entretien, la moindre des choses, on prépare. On lit correctement les CV. C'est tout un travail de sélection déjà avant à faire. Comme je disais tout à l'heure, ça mériterait tout un chapitre, mais comment est-ce qu'on sélectionne? Sur quelle base est-ce qu'on sélectionne? Sur quels critères? Quels sont les délais que l'on donne dans cette sélection? Est-ce que tout est bien expliqué? Est-ce qu'on part sur une sélection rapide, un recrutement rapide, un recrutement à plusieurs étapes? Qui va voir les candidats? Il y a plusieurs choses, mais tout ça pour dire que globalement, c'est tout un système qui, dès le début, doit être pensé, réfléchi et suivi. C'est très important. Parce que de là va partir tout le début de vie de cet employé dans cette entreprise. Si ça commence mal, si c'est un petit peu bancal, si on arrive, c'est pas clair, eh ben, faut pas qu'on s'étonne derrière que cet employé se dise, bon, ben, finalement, dans cette boîte, il n'y a rien de très carré, c'est pas grave si j'arrive à un point en retard, c'est pas grave si ceci, si cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, je voulais vraiment appuyer sur cette base-là, le recrutement. Merci beaucoup, Élodie, pour ce retour. Alors, désolée, si je ne peux pas mettre la caméra où je suis, on n'a pas d'électricité depuis le matin. Donc, actuellement, ce n'est plus éclairé. Donc, même si je mets la caméra, vous ne verrez que du noir. Même s'il y a la lumière, ce n'est pas une lumière qui est pour la qualité d'une caméra. Alors, merci beaucoup, Myriam et Élodie, pour déjà vos apports. Maintenant, lorsqu'on crée une entreprise, aujourd'hui, j'ai fait un petit post sur LinkedIn où je disais la deuxième raison pour laquelle les entreprises échouent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tendance, lorsqu'on crée une entreprise, à se focaliser sur ce qu'on va faire, les activités qu'on va aller implémenter sur le terrain. Et on oublie qu'il y a tout un travail de fond avant à faire. Et ce travail consiste déjà à construire une mission, à déterminer la mission de l'organisation. Quel est le problème que l'organisation va venir résoudre? Est-ce que c'est un problème pertinent pour les personnes qu'on a identifiées pour ça? Est-ce que la solution, le problème que les gens là ont, la solution, c'est un remède ou c'est une vitamine? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Parce que si la solution que tu es en train d'apporter est une vitamine, peut-être que ce n'est pas pertinent de créer une entreprise pour ça. Si c'est un médicament, alors certainement c'est pertinent de créer une entreprise pour ça. Alors, là, ça va être la mission de votre organisation. C'est un pilier et vous devez avoir une mission qui est cohérente avec ce que vous allez faire. Ensuite, vous devez avoir une vision. Oui, on a une mission, mais cette mission-là, où est-ce qu'on veut être dans 25, 30, 50, 60, 100 ans, quand on ne sera plus là? Qu'est-ce qu'on veut que notre organisation continue à faire? Cette vision-là est ce qui va orienter nos actions. Et pour mettre cette vision en place, on va construire une stratégie organisationnelle globale, une stratégie business de cette entreprise-là. À cette stratégie, on va allier une stratégie ressources humaines, on va allier une stratégie marketing, on va allier une stratégie financière,
on va allier une stratégie programme en fonction du cœur de métier qu'on a, on va allier bref, on va allier une stratégie en fonction de tous les secteurs d'activité qu'il y a, qui sont nécessaires dans une entreprise. À partir de là, on va donc construire ce qu'on va appeler un plan. À côté de ce plan, on va faire des tactiques et à ces tactiques, on va allier des métriques. Si on n'est pas suffisamment, on va dire, méthodique pour construire ça et qu'on est juste très pressé de mettre en œuvre les activités, et il y a un risque, un très gros risque, qu'on se retrouve dans une situation où on met des activités, où on offre des services à des gens qui n'ont pas besoin de notre service, à des gens qui considèrent que notre service est une vitamine et qu'ils peuvent s'en passer parce qu'ils ont des problèmes qui ont besoin de médicaments. Et les problèmes à résoudre, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas ça qui peut manquer. Par conséquent, il est important justement qu'on prenne la peine de construire ces piliers-là, qui ici, j'ai dit mission, vision, stratégie, mais tout le reste qui vient après seront couverts sur les autres journées qui vont venir, mais aussi sur la première journée avec Myriam qui va parler de culture d'entreprise, parce que dans cette construction, donc, on va construire, établir les valeurs, les principes de base de l'organisation pour déterminer comment est-ce qu'on va se définir, qui est-ce que nous sommes. Et dans ce qui nous sommes, va transpirer notre mission, notre vision, notre stratégie et la manière dont nous allons gérer nos ressources humaines, du recrutement au développement, à la rétention, même au fonds de contrat. La manière dont on va gérer toutes les activités des ressources humaines va également être orientée par les valeurs fondatrices de notre organisation. Et donc, il est important pour nous de prendre du temps, en fait, pour réfléchir à ça. Et si on a déjà construit une organisation, ça ne veut pas dire qu'on doit la fermer. Et si on a déjà développé ces choses-là et qu'on se rend compte que même après les avoir développées, notre organisation n'est pas suffisamment solide, ça ne veut pas dire qu'on doit fermer. Ça veut dire qu'on peut repenser ce qu'on a fait ou alors penser ce qu'on n'a pas fait pour mettre en place ces fondations-là. C'est l'occasion de venir tester justement si ce que vous avez mis en place est pertinent, si c'est cohérent, parce que tous ces éléments-là doivent être cohérents entre eux. Si c'est pertinent, si c'est cohérent, et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment, l'occasion de venir les construire pendant justement le sommet manager en mission. Là, je viens de vous dire ce qu'il faut. Vous pouvez aller chercher comment le construire vous-même, ou vous pouvez nous rejoindre lors de cette 4e édition au Comores ou en ligne si vous voulez, et nous allons le construire ensemble. Alors, nous avons avec nous déjà Arthur et Frédéric et Maria et Nathalie. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça avant qu'on ne prenne les questions de ceux qui nous ont rejoints et pourquoi pas revenir sur Myriam et Élodie? Moi, ça va. Hein? Moi, je peux rajouter. Ouais, vas-y. Non, c'est bon. Allez, Vas-y, Maria. Non, mais moi, je voulais juste peut-être vous donner un exemple de. Comme je le disais, moi, je suis passionné de projet. Le projet, c'est ça faire des projets permet à des entreprises de mettre en place des choses. Ouais. L'iPhone n'existait pas. iPhone, c'était un projet Apple. Pareil pour leur premier ordinateur Macintosh. Et le lien avec la thématique aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand vous faites des choses comme elle expliquait, Marie-Claire, elle dit, vous êtes plus dans l'action. Le projet, c'est de l'action, c'est de l'opérationnel. Qu'on remarque souvent dans les entreprises et surtout les PME, les entreprises intermédiaires, c'est que justement le travail de mission, de vision, de stratégie, de branding n'a pas forcément été fait.
Et donc, quand ils font des projets, on se retrouve toujours à certains moments charnières dans un projet où il faut prendre certaines décisions. Vous avez des parties prenantes, supposons, dans votre projet, qui sont un gros client, par exemple, qui, lui, il attend quelque chose et il pousse, par exemple, pour que vous preniez une décision dans la direction A. Mais vous, vu que vous n'avez pas de colonne vertébrale, vous n'avez pas de mission, vous n'avez pas de vision, vous allez être à naviguer comme ça en fonction des clients à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il sera très difficile de pouvoir avoir une certaine cohérence dans la croissance de votre entreprise grâce à vos projets. Et donc, vous allez vous perdre. Donc, le lien finalement entre projet et sortir des produits qui vont être vendus et la thématique d'aujourd'hui, c'est que sans thématique, sans mission, sans vision, sans processus qui sont alignés, ce qui se passe généralement, c'est qu'on on disperse l'énergie, on disperse les forces de l'entreprise. Donc, c'est très important dans beaucoup d'entreprises, que moi, je suis un consultant, donc j'accompagne beaucoup d'entreprises. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui ratent leur projet, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a pas l'ossature, il n'y a pas la structure, il n'y a pas cette colonne vertébrale, mission, vision, et du coup, des processus qui sont alignés avec ça. Et donc, même si les chefs de projet sont très bons dans votre organisation, à un moment ou à un autre, ils n'auront pas de boussole pour pouvoir prendre certaines décisions stratégiques sur leur projet. Donc, c'est très important, je pense, la thématique. Et il faut être honnête aussi entre nous tous. Je pense que on est tous happés par l'opérationnel, on est tous happés par le commercial, on est tous happés par le recrutement. Et on oublie facilement ces thématiques-là, qui sont des thématiques où on a besoin de prendre du recul. On les oublie. Et souvent, un échec dans votre entreprise peut vous faire vous rendre compte de ça. Et comme Marie-Claire le disait, si vous avez subi récemment un échec dans vos projets ou si vous vous rendez compte que vous avez même de bons chefs de projet, mais vous n'arrivez pas à passer un palier par vos projets, même par la définition, le développement de vos projets, repartez peut-être voir votre colonne vertébrale et posez-vous la question, est-ce qu'elle est vraiment en place et alignée avec ce que vous voulez avoir? C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Arthur. Frédéric, Nathalie, vous avez quelque chose à ajouter? Écoute, moi personnellement, tout a été déjà dit, hein. C'est clair. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de culture et tout, déjà merci pour le clin d'œil Myriam et tout, bah, on va droit vers le mur, hein. On n'est pas encore arrivé vraiment à une certaine maturité où on peut se dire que bah, c'est des machines ou éventuellement c'est des robots qui vont faire le travail. Parce que pour le petit exemple, pour le recrutement, par exemple, on a des ATS en réalité qui sont censés, on va dire, aider et accompagner, comment on appelle ça, les recruteurs. Mais à la fin de la journée, l'ATS n'est qu'une aide. Il faut toujours qu'il y ait un regard particulier sur le recruteur parce que c'est l'humain qui sait mieux que quiconque ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est important. Donc, je suis complètement aligné avec les interventions de Myriam, d'Élodie, d'Arthur. De toute façon, vous me suivez depuis un certain moment et vous connaissez un peu ma vision sur la chose aussi, quoi. Donc, voilà, je reste en mode écoute de manière attentive. Merci, Frédéric. Alors, Nathalie, tu avais pris la parole. Je pourrais ajouter quelque chose d'important, effectivement. Le travail de cohérence entre et du coup, le comportement qu'on va voir qui est observable dans le quotidien des collaborateurs, il est important. Et le travail sur la culture, souvent, vous allez avoir une jolie page web qui va expliquer quelle est la mission, la vision, quelle est la culture d'entreprise. Mais au quotidien, les collaborateurs ne conscientisent pas quelle est la culture de l'entreprise. Et le fait de faire ce travail de conscientisation de quels sont ces fondamentaux qui font l'identité de l'entreprise et qui fait partie de l'identité de chacun des collaborateurs, bien, ça permet de pouvoir adapter un comportement. Moi, quand j'interviens sur la conduite du changement, on va très vite aller questionner le changement de culture. Et si on me pose une question de mais combien de temps ça va prendre pour changer la culture d'une entreprise, je peux leur dire ça peut prendre 10, 15 ans. Donc, c'est quelque chose de très charnière. Donc, de faire attention à cette notion de culture, de ne pas la vulgariser, parce que c'est un sujet qui est très profond et qui est indispensable à travailler
de manière vraiment comme un vrai projet en soi, travailler sur une culture d'entreprise, la faire évoluer. Donc, je suis sûre que vous allez apprendre énormément de choses lors du sommet parce que ce sujet, il est passionnant. OK. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je vais avoir quelques questions pour vous où on va avoir des échanges très rapides de Nathalie et Myriam. Mais avant ça, on a une petite question dans le chat. Il y a Marie-Claire Bilon qui demande comment être sûr qu'on est sur le bon projet. Je pense que cette question s'adresse à Arthur. Comment être sûr que c'est le bon projet? C'est une question très large. Je ne sais pas si j'aurai la réponse précise en si peu de Moi temps. aussi, j'ai trouvé qu'elle était très large. Donc, Mais par contre, j'ai une réponse en lien avec la thématique. C'est-à-dire, le projet, il y a toujours une raison d'être du projet. Donc, comme on parle de raison d'être entreprise, il y a une raison d'être du projet. ouais. Et si la raison d'être de ce projet n'est pas alignée avec la raison d'être de l'entreprise, vous n'êtes peut-être pas sur le bon projet. Peut-être que vous courez après, effectivement, le revenu que ça va générer. Et c'est bien hein, de générer du revenu. Mais si on tire un peu plus le fil et on va jusqu'au bout de la démarche, on se pose toujours la question de savoir la pierre que ce projet met en place, où est-ce qu'elle nous mène? Et donc là, si la raison d'être n'est pas alignée, il faut vous reposer la question. C'est la réponse que Absolument. je donnerai. Absolument. Parce qu'en fait, un projet fait partie d'une organisation. Et donc, les projets qu'on met en œuvre dans une organisation à un moment donné doivent être alignés, doivent servir la vision de l'organisation à cette période-là. Et cette vision doit servir la mission de l'organisation. Et nos projets doivent nous permettre d'incarner nos valeurs et de raffermir et de vivre notre culture d'entreprise au quotidien. Du coup, si on fait une analyse de cohérence et de pertinence et qu'on se rend compte que notre projet ne sert pas ces différents volets de qui nous sommes en tant qu'organisation, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas en train de mettre en œuvre le bon projet. Alors, Myriam, j'ai une petite question pour toi. Là, on va aller un peu rapidement sur les questions. Quels sont les signes qui indiquent qu'une culture d'entreprise a besoin d'évoluer et qu'on a besoin de travailler sur notre culture? Je dirais déjà pour moi le premier signe, Nathalie l'a un peu abordé tout à l'heure, c'est quand on constate que les collaborateurs n'arrivent pas à exprimer dans leur quotidien ces valeurs. Et là, on peut s'interroger. Est-ce parce qu'on n'a pas suffisamment fait un travail de diffusion, que ce soit au moment du onboarding et puis après régulièrement pendant la vie du salarié? Ou est-ce que là, maintenant, je dirais le problème de diffusion, c'est en interne, mais est-ce que, point de vue externe aussi, l'environnement n'a pas évolué et ne nécessite pas, par exemple, de s'adapter, d'adapter certaines choses? On a vu, par exemple, que la crise du Covid a amené de travail hybride et des tas de choses qui font que certaines entreprises, ça peut jouer sur les valeurs, la façon de les décliner qu'on avait et il faut réfléchir. On ne crée pas une culture, puis après on est dans sa bulle et puis on essaie. Cette culture, elle va être influencée, s'enrichir. Ce n'est pas quelque chose, je dis toujours, ce n'est pas figé. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à modifier. Je dirais même parfois à faire évoluer des valeurs en rajoutant, en les modifiant. Du moment qu'on garde la cohérence avec pourquoi j'ai créé cette entreprise et quelle est ma vision. Et c'est vraiment cette histoire de cohérence. Moi, je dis toujours aux gens, pas de problème, vous voulez changer des valeurs, tant que vous restez en cohésion avec la mission, ce pourquoi vous avez créé cette entreprise. Donc, on va le trouver à ce moment-là. On peut le constater quand, justement,
on voit un manque d'engouement peut-être pour son entreprise. Donc, les candidats, vous savez que on a basculé. Hein. Avant, c'était un peu le mode, c'est les candidats qui nous suppliaient de les prendre. Maintenant, c'est les recruteurs qui courent après les candidats et ils vous disent, hop, 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 je ne suis pas certaine que mes valeurs correspondent avec votre entreprise, donc je ne viens pas. Voilà, donc il faut, voilà, si on se rend compte à un moment que voilà, on n'arrive pas à faire ça, que peut-être notre marque employeur baisse un peu, là, on fait appel à des consultants, on fait une analyse, on réfléchit et on va donc bouger. Mais j'insiste, pour moi, c'est en gardant la cohérence avec la mission. Donc, il faut bien se rappeler que tout au long de la vie d'une entreprise, il y a des impacts extérieurs et intérieurs qui vont faire qu'on peut être amené à modifier des choses. Il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire qu'on avait mal fait, parce que peut-être que et sûrement que ce qu'on avait mis en place correspondait à l'environnement, au moment. Et à chaque stade de vie de l'entreprise, ce n'est pas forcément les mêmes leviers qu'on va avoir besoin. Il y a des moments de l'entreprise où on a besoin de plus de motivation, plus d'engagement. Il y en a d'autres, c'est peut-être plus la rigueur dans les opérations, les process. Et il faut garder cette souplesse. Et je crois que c'est aussi ça la grosse compétence du dirigeant et de son équipe de top manager, c'est d'avoir cette flexibilité, cette adaptabilité. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Myriam. En effet, il n'y a rien qui soit gravé sur du marbre. En fait, souvent quand on crée des choses, on a l'impression qu'on n'a plus le droit de les changer. Et pourtant, si on a eu la liberté de les créer, de les mettre en place, on a également la liberté de les changer si elles ne correspondent plus à qui nous sommes aujourd'hui, si elles ne correspondent plus à qui nous voulons être demain, on a la liberté de les changer. On a même le devoir de les changer aujourd'hui pour que demain, nous puissions incarner qui nous voulons être. Alors, Élodie, pour toi, j'ai une petite question. Alors, quels sont les défis RH spécifiques auxquels peuvent faire face les entreprises qui sont en croissance rapide et qui n'ont pas forcément eu le temps de construire les fondations de leur gestion des ressources humaines à la base? Alors, quels sont les... Tu disais, pardon, Défis, quels sont juste... les défis Quels sont les défis donc, des entreprises? Les défis RH auxquels font face les entreprises qui n'ont pas eu, qui sont en croissance rapide et qui n'ont pas eu le temps de réadapter justement leur fondation en matière de gestion des ressources humaines pour s'adapter à cette croissance. Les défis sont nombreux, Marie-Claire, ils sont vraiment nombreux. Et Myriam a entamé un peu justement cette question. C'est la marque employeur. Si déjà la marque n'est pas, entre guillemets, connue et construite, c'est déjà un premier défi. Ça, c'est le premier, je dirais. Je dirais aussi la compréhension de ce qu'on recherche. Si c'est une entreprise, une PME qui commence, elle va perdre du temps. Donc, le premier défi, ce sera le problème de temps. Le temps, la compréhension, puisque dans les détails même du poste que l'on souhaite avoir, peut-être qu'on ne sait pas encore correctement. Et c'est là aussi où, ce que Arthur disait avant, il faut vraiment prendre ce temps pour limiter ces défis. Il faut prendre le temps de bien comprendre le besoin, de bien être aligné pour limiter ce type de défi. Donc le temps, la connaissance, un autre défi, c'est l'argent. Que pour recruter, il faut de l'argent pour recruter. C'est pas gratuit. Donc je dirais 3 défis, le temps, l'argent et la connaissance. Prenons le temps. Même si on veut se lancer parce qu'on est pressé, parce qu'on dit que c'est maintenant, prenons le temps. En effet, c'est important de prendre ce temps-là. Parce que le temps qu'on prend au départ, c'est du temps qu'on gagne après. Oui. C'est du temps qu'on gagne après. Et souvent, on se dit, je n'ai pas le temps de mettre en place, par exemple, les politiques et les process.
mais parce qu'en fait, tu prends le temps de mettre en place les politiques et les process maintenant que ensuite, quand tu recrutes quelqu'un, tu sais exactement ce que tu es en train de rechercher et tu peux dire très clairement à cette personne ce que tu attends d'elle et elle peut se dire, OK, d'accord, ça correspond à ce que je veux ou ça ne correspond pas à ce que je veux. Et quand tu recrutes cette personne, tu sais exactement sur quelles conditions, pourquoi et comment est-ce que ça va se passer votre relation. Cette personne sait qu'on va me gérer sur cette base. Si X ou Y chose arrive, voilà ce que l'organisation a prévu pour ça. Si je fais telle chose, voilà ce que ça va entraîner et ainsi de suite. Tu as mis en place un écosystème qui favorise la collaboration, qui favorise la coopération et qui fait en sorte que chacun sait ce qu'il apporte et votre relation peut facilement évoluer vers le win-win que quand tu es en mode brouillon et rapide pour mettre les choses en place sans savoir où tu vas. Merci beaucoup pour ces apports, c'est très intéressant. Ça nous permet justement de pouvoir comprendre à quel point il est essentiel de mettre en place les fondations pour une organisation pérenne qui pourra croître également sur la durée. Et c'est toute la thématique justement de la première journée du sommet manager à mission. C'est pour ça qu'on est regroupé là. La première journée sur les 5 jours, que va tenir justement ce sommet. Et donc, nous serons heureux de vous y retrouver. Ce sera au Comores pour ceux qui ont envie de découvrir cet endroit beau, c'est magnifique. J'ai eu la chance, la grâce de le visiter l'année dernière et c'était juste magnifique. Je suis tombée malade et j'ai guéri en même temps. Donc, c'était un beau voyage. Certes, c'était un voyage professionnel parce que j'y allais pour un travail sur la gestion des ressources humaines, une enquête pour pouvoir améliorer les procédures d'une organisation en matière de gestion des ressources humaines. J'ai pris le temps de visiter ces belles plages et c'était juste un très beau moment. Donc, nous serons en Comores et nous serons justement avec City qui co-organise cette édition avec Be Extraordinary et la plateforme des femmes politiques de l'océan Indien qui sont justement partenaires d'organisation de cette édition. Ceux qui sont sur LinkedIn connaissent City Changama. Donc, nous aurons l'opportunité de la rejoindre aux Comores du 27 au 31 janvier 2025. Alors, Myriam, pour conclure. Et pour conclure, moi, j'encourage vraiment tout le monde, hein, toute personne qui a envie justement de se rassurer qu'il a mis en place ce qu'il fallait ou qui veut avoir les outils pour analyser ce qu'il Je pense que ça a bloqué chez elle. Élodie, en attendant qu'elle nous reprenne. Oui, bien sûr. Eh bien, vraiment, je vous encourage à être présent a mis en place, physiquement. Rassurer qu'il a fait ce qu'il faut. Vraiment, il n'y a pas des gens que je dirais ou concernés que d'autres. La dernière édition, c'était avec des gens qui ont vraiment une expérience dans le monde. Hein. Alors, Élodie, je pense que tu vas reprendre. Je vais lui faire un message pour lui dire qu'elle a bloqué. Comme ça, quand elle reprend, elle sait. D'accord, très bien. Oui, donc comme je disais, vraiment, je vous encourage tous et toutes à être présents, que ce soit de manière physique, c'est toujours idéal, mais aussi en streaming. Moi, je suis impatiente de pouvoir parler opérationnel avec vous, pouvoir parler recrutement, pouvoir parler formation, développement, gestion de la performance, évaluation de la performance, salaire, rémunération, leadership. Le climat de travail et le bien-être essentiel. Et puis, bien sûr, comment est-ce qu'on reconnaît et comment est-ce qu'on reconnecte nos salariés qui sont en train de partir. C'est très important aussi de ne pas les perdre. C'est plus facile de les garder que d'en trouver d'autres. Donc voilà, je suis impatiente de partager ça avec vous. Merci beaucoup, Élodie. Alors, Myriam?
Bon, je pense qu'elle n'a pas encore reconnecté. Me voilà. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai eu une coupure de, comme chez Marie-Claire aussi, c'est pas très stable. Donc, je sais pas si vous avez suivi jusqu'au bout, mais bon, voilà, je disais que c'était très important de participer et que ça apportait à tous, quel que soit le poste qu'on occupe, je dirais, au sein d'une organisation. Merci, merci Myriam. C'est justement l'occasion pour nous tous de venir apprendre des uns des autres parce que pendant ces éditions du Sommet Manager à Mission, moi j'ai beaucoup appris des expertises diverses en fait qui se présentent et qui, aussi bien des intervenants que des partages d'expériences des participants, hein. C'est un écosystème d'apprentissage mutuel et qui te permet de comprendre d'autres réalités que celles auxquelles toi tu as l'habitude et qui te permettent justement de grandir et de pouvoir affiner également tes propres stratégies, mais aussi la manière dont tu interagis avec des gens au sein des organisations. Alors, c'était un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Certes, on a raté la diffusion live parce que souci technique, mais on pourra se rattraper lors du prochain live en mettant tout en place de manière à ce qu'on puisse le faire. J'espère que je serai quelque part où il y a de l'électricité ce jour-là. Donc voilà. Merci beaucoup à tous et on se retrouve au prochain live. Et d'ici là, prenez votre ticket et retrouvez-nous lors de cette 4e édition au Sommet Manager en Mission, que ce soit dans le confort de votre salon, de votre bureau ou alors au bord des plages des îles Comores. Bye bye! Au revoir, merci. Au revoir, à très bientôt. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Nathalie.